Bienvenue à tous, le rendez-vous de l'information Sud Télévision. Les titres, présentation de nouveaux projets de financement de microcrédit aux plus pauvres dénommé le microcrédit mobile. L'annonce a été faite mardi par la ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Aujourd'hui, 6 février, le monde célèbre la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations féminines. Nous en parlerons dans un instant. Et puis, info sur le continent des Nigériens qui ont été obligés de fuir leur maison à la suite des attaques de Boko Haram manifestent dans la rue de Maïdougouri. Le groupe islamiste dévaste depuis 2009 le nord-est du pays. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Les opérations d'octroi et de remboursement de crédit à la population peuvent désormais se faire en temps réel, quelle que soit la situation géographique de l'opération grâce à la plateforme de finances digitales mise en place pour le FNM, le microcrédit mobile. C'est la bonne nouvelle qu'a apporté la ministre des Affaires sociales de la microfinance à travers une conférence de presse dans la matinée de ce mardi 5 février 2019. L'événement a connu la présence du ministre des Affaires sociales de la microfinance, Bintou Adam Taro Tchabi, et de la directrice du Fonds national de la microfinance digitale. Le reportage, Maury Arnaud Agua. Plus rien ne sera comme avant. C'est l'essentiel à retenir de cette innovation du ministère des Affaires sociales et de la microfinance concernant l'octroi de microcrédits aux plus pauvres. Cette conférence de presse a été l'occasion pour Bintou Tchabi Adam Taro d'annoncer la bonne nouvelle. Le chef-d'œuvre est là. Nous devons nous en réjouir. Il a pour nom le microcrédit mobile, dont le mécanisme de mise en œuvre tranche avec l'ancienne formule où il était difficile d'affirmer sans réserve que l'argent mis à la disposition des systèmes financiers décentralisés pour être octroyés sous forme de crédit est effectivement allé entre les mains des bénéficiaires réels. Grâce à la plateforme de finances digitales mise en place par le Fonds national de la microfinance, les opérations d'octroi et de remboursement de crédit se feront en temps réel, quelle que soit la situation géographique de l'opération. Pour ce faire, des agents mobiles, qu'on appelle aussi des agents marchands, dotés de terminaux de paiement électronique TPE, sont déjà déployés sur toute l'étendue du territoire pour faire office de premier contact des SFD partenaires du FNM auprès des populations à la base, rapprochant ainsi le service des bénéficiaires et réduisant par ricochet le coût des transactions pour eux. Ce fut l'occasion pour la directrice du Fonds national de la microfinance de présenter à la presse le gilet par lequel les agents marchands mobiles seront identifiés. Toutes les fois que vous verrez quelqu'un avec cet habit, ce gilet, dites-vous, sans risque de vous tromper, que c'est un agent marchand. Au total, 9621 agents marchands mobiles dotés de terminaux sont déployés sur toute l'étendue du territoire national pour faire office de premier contact des systèmes financiers décentralisés, SFD, partenaires du Fonds national de la microfinance auprès des populations. Tous les SFD connectés pourront en toute transparence identifier et repérer les clients multiples ou surendettés. La cavalerie des clients devient impossible au sein de l'écosystème des SFD digitalisés, la base centrale étant unique. Après la présentation globale du projet par Pascal Kounou, chef service projet digital, ce fut le tour des journalistes de poser des questions. Des clarifications ont été apportées par le ministre des Affaires sociales et de la microfinance aux questions des journalistes. D'un taux d'intérêt de 8,5% sur les prêts remboursables en 6 mois, ce projet de finances digitale du Fonds national de la microfinance, dont la phase pilote a connu un succès, traduit la volonté du chef de l'État, selon le ministre, de transformer à moyen terme le Bénin en une plateforme de services numériques pour toute l'Afrique de l'Ouest.
Le 6 février de chaque année est consacré à la célébration de la journée internationale de tolérance zéro à l'égard des mutilations féminines. Vous le savez, il s'agit de l'ensemble des interventions qui consistent à altérer ou à léser les organes génitaux de la femme pour des raisons non médicales. Ces pratiques sont identifiées au plan international comme étant une violation des droits fondamentaux de la femme. À l'occasion de cette journée, Loukman Tidjani, spécialiste des questions de santé sexuelle et de la reproduction, nous donne plus d'explications au micro d'une télévision de Carnot, François Rumbeli-Rinto et Fréjus Fiossi. Mutilation génitale, en d'autres termes, ce que les gens appellent mutilation génitale féminine, MGF, c'est toute pratique qui consiste à une ablation partielle ou complète d'une ou plusieurs parties de l'organe génital féminin, en l'occurrence la partie externe. Il faut dire que dans nos pratiques, généralement, cela se fait par une inciseuse, avec une lame, une rasoir, quelquefois même sans anesthésie. Il fait de plus en plus, cette pratique tend à se médicaliser, quand bien même l'OMS condamne la pratique de l'incision ou des mutilations génitales féminines. Vous voyez déjà que les premières conséquences, c'est déjà les saignements. Ça peut avoir comme conséquence aussi la perte de l'intégrité ou de l'intégrité physique de la jeune fille. Ça peut ouvrir la porte à des infections parce qu'on ne sait pas les lames, les objets qui sont utilisés généralement par des inciseuses, parce que cela ne se fait pas dans la majeure partie des cas dans des conditions sanitaires bien définies. Ça peut avoir un certain nombre de conséquences, les hémorragies externes, et peut même conduire, lorsque ce n'est pas bien fait, à la stérilité au niveau de la jeune fille. Vous avez par exemple au Bénin la loi sur la santé sexuelle et la reproduction. Vous avez aussi la loi portant répression de la pratique des mutilations génitales féminines au Bénin, qui dit de façon claire en ses articles 4, 5 et 6 les sanctions qui sont prévues, non seulement pour les auteurs de ces actes, mais aussi pour les complices. La loi va plus loin pour dire les sanctions qui sont prévues lorsque c'est fait sur des mineurs. L'article 5 de cette loi qui dit lorsque la mutilation génitale est pratiquée sur une mineure de moins de 18 ans. Ça veut dire lorsque vous faites ça sur un enfant de moins de 18 ans, le coupable sera puni d'une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans, c'est-à-dire de 3 à 5 ans, et d'une amende allant jusqu'à 3 millions de francs CFA. En cas de décès de la victime, le coupable sera puni des peines de travaux forcés de 5 à 20 ans de travaux forcés, d'une amende allant de 3 millions à 6 millions de francs CFA. D'une journée à une autre, la communauté internationale célébrait ce lundi 4 février la journée mondiale du cancer. Cette pathologie est la deuxième cause de décès dans le monde. Comment comprendre le taux de prévalence et quelle stratégie adopter pour contenir le mal? Réponse dans ce magazine de Fréjus Seoula. Le cancer tue aujourd'hui plus que le VIH, le palud, la tuberculose et le diabète réunis. Il faut donc agir. Une alerte lancée en février 2018 par la Société africaine d'ethnocancérologie, le cancer étant devenu la deuxième cause de décès dans le monde. Les chiffres sont alarmants. Près d'un mort sur 6 est dû au cancer. En 2012, on comptait approximativement 14 millions de nouveaux cas. Le nombre de nouveaux cas devrait augmenter de 70% environ au cours des 2 prochaines décennies. Selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le cancer aurait fait en 2005 et 2015 environ 14 millions de décès. En octobre 2018, le docteur Sepos Dossou, cancérologue, évoquait des chiffres tout aussi inquiétants pour le compte de l'année 2018. Avec des statistiques si alarmantes du global cancer, où le nombre de nouveaux cas en 2018 est estimé à 18,1 millions, pour un nombre de décès prévu à 9,6 millions. Pour le docteur Aveni Adjanaoun, un tiers des décès par cancer serait dû aux principaux facteurs comportementaux et alimentaires. Un indice élevé de masse corporelle, une faible consommation de fruits et légumes, le manque d'exercice physique, le tabagisme et la consommation d'alcool.
Sur les facteurs alimentaires, le diététicien Serge Zinvoido évoque des solutions naturelles pour restructurer le corps alors qu'on assiste à la résistance de certaines formes de cancer aux solutions thérapeutiques disponibles. En prenant des bouillons de légumes. Quel type de bouillon de légumes? Nous avons le chou, nous avons le grand morel qu'on appelle goma, nous avons le glacement. Tout ça, c'est des épinards. Les épinards, ils sont là pour construire les cellules et ramener le corps en intégralité. Il doit prendre de l'argile verte. L'argile verte, c'est de l'argile qui reconstitue les os et les cellules. Et naturellement, la date qui est son sucre, il doit totalement laisser tout ce qui est sucre, que ce soit miel, qui contient du pollen, non. Il revient à la date trempée avec du noix de Brésil qu'on appelle aroé. Et c'est ça son infusion qu'il doit boire. Le matin, il va prendre des céréales à grains entiers. Les céréales à grains entiers, je prends par exemple le sorgho rouge, je prends le fonio, je prends les flocons d'avoine à 1,1 g de glucides et aussi soit 15 g de protéines pour reconstituer le corps. Parce qu'il a besoin des protéines pour reconstituer le corps. Selon le docteur Sibyl Assavedo, conseiller technique du ministre de la Santé, dans plus de 75% des cas, les cancers sont découverts à des stades 3 et 4, donc au-delà des limites d'opérabilité. Dans le cas où le traitement est possible, appelle 23% une prise en charge adaptée. Avec une inégalité marquée par un contraste entre les évacuations sanitaires coûteuses et réservées à une petite classe privilégiée, face à la grande masse de patients cancéreux qui, eux, payent leurs soins. Dans ce monde infernal de la pathologie du cancer, les erreurs de diagnostic et thérapeutiques sont aussi légion. Les raisons sont multiples. Défaut de connaissances sur la pathologie cancéreuse, défaut d'un curricula de formation sur le cancer dans nos programmes de formation, l'inexistence d'un cadre formel d'analyse des cas pour une meilleure thérapeutique, l'absence de registre de cancer, le manque de protocoles opposables à tous et des recommandations spécifiques sur la manière d'organiser ou d'améliorer les services de dépistage du cancer en utilisant des ressources locales très limitées. Face à tous ces défis, le docteur Adjanaoun propose. Il est urgent d'explorer notre flore et notre médecine traditionnelle afin de trouver des solutions médicamenteuses efficaces dans la prévention, la prise en charge et la gestion des différents types de cancers. L'impact économique du cancer est aussi dévastateur. En 2010, son coût total annuel à l'échelle mondiale a été estimé à près de 1160 milliards de dollars US. Parlons à présent de la promesse du chef de l'État aux 23 000 retraités. Le paiement du rappel de la revalorisation du point indiciaire serait en cours. Qu'en est-il réellement? Eden Télévision a tendu son micro à quelques retraités. Suivons-les. C'est un petit rappel. Moi-même, j'ai été bénéficiaire de ce rappel-là. J'ai constaté une petite augmentation, mais pas augmentation, c'est-à-dire un rappel. Bon, seulement je ne connais pas le nombre de mois de rappel. En temps, la valeur indiciaire a été augmentée. Donc, vous savez, chaque agent a été payé sur tel nombre d'indices. Votre échelon correspond à tel nombre d'indices. La valeur indiciaire, c'est ça là qui a été augmentée légèrement. Ça là, on ne peut que remercier le gouvernement parce que, vous voyez, selon les informations, il paraît que nous sommes au nombre de 23 000. Donc, multiplié par 23 000, vous voyez ce que ça donne déjà. Donc, on vous doit, mais on vous paye, même si ça a mis du temps. Une fois que vous êtes encore vivant, nous qui sommes vivants, nous sommes contents. J'ai été au trésor pour la paye. Je n'ai rien constaté sur mon salaire. Le salaire est toujours stagnant, quoi. Les collègues que j'ai interrogés jusque-là, ils sont dans la même situation que moi. Bon, peut-être que, comme ils ont parlé de 2011, peut-être qu'après, il peut penser à nous. On n'a pas eu d'augmentation. Parce qu'on a été à la banque, partout là. C'est le salaire qu'on a reçu, on n'a pas eu de choses là. Mais on savait que ça devait arriver.
Et on avait le cœur gros, bien chaud là, mais arrivé là-bas. Bon. Mais on sait que ça va arriver quand même. Nos chapitres société, immersion dans le quotidien des jeunes de l'arrondissement de Glodjibé dans la commune d'Abomey-Calavi pour mieux comprendre les activités, les types de jeux et loisirs qui occupent ces jeunes pendant les week-ends. Une préoccupation qui a fait l'objet de magazines réalisés par Frédéric Espoir Oumabou et Romaric Devoché. Glodjibé, un après-midi de samedi. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Réunis autour d'une table, les jeunes de la localité s'adonnent à un de leurs passe-temps préférés, le jeu de pique. Pour Bertin Ousoukpevi, presque tous les jeux servent de distraction aux jeunes de Glodjibé et environ, mais le jeu de pique semble être des plus prisés. Je dirais presque tous les jeux, mais en particulier le jeu de pique qui est joué près dans tout l'arrondissement de Glodjibé. Ce qui fait la différence peut-être c'est les règles. Par ailleurs, nous voyons des gens qui jouent individuellement et par contre d'autres jouent en équipe. On se regroupe juste pour se distraire et on se regroupe autour de la table de jeu de pique. Un peu plus loin, c'est le sport de santé qui regroupe une bonne partie des jeunes, même si on y retrouve aussi certaines personnes âgées. Les week-ends, nous sommes au sport, nous faisons le sport parce que l'organisme a besoin d'activité physique et vu qu'en semaine, tout le monde est occupé et les allers-retours ne permettent pas de vraiment faire mouvoir l'organisme. Les week-ends, tout le monde, on se regroupe pour faire du sport histoire de maintenir la santé. C'est le sport de maintien en fait. Et ce n'est pas tout. Une part belle est faite au football en ce qui concerne les loisirs, notamment ici à Adjabo, dans l'arrondissement d'Akasato. Un arrondissement qui juste celui de Glodjibé. Amené par quelques aînés, les jeunes se donnent à cœur joie. J'ai réfléchi et je me suis dit qu'il fallait réunir la jeunesse autour du football qui est ma passion. Parce que d'abord, c'est le sport qui est une activité saine qui permet de renforcer la santé et permet en même temps de créer un créneau de solidarité et de fraternité entre, comme on a l'habitude de dire, dans notre quartier, entre les acquéreurs et les autochtones. S'il est clair que plusieurs activités ludiques et distractives occupent la jeunesse de cette localité, elle reste tout de même confrontée à un problème majeur, la non-disponibilité des espaces aménagés ou cadres adéquats pour se produire. Le problème éternel du Bénin. Les gens font beaucoup de choses, mais on oublie souvent l'espace pour le sport et les loisirs. Et ça fait que les jeunes ne sont pas occupés. Dieu merci, ici, nous sommes encore sur un domaine qui est en train d'être habité. Donc, de force, c'était un champ d'ananas que nous avons arrangé comme ça pour que ça devienne ce terrain. Sinon, officiellement, nous n'avons pas assez d'espace ici dans Adjabo pour pouvoir faire le sport comme il le faut. Pour le chef d'arrondissement de Glodjibé, ces espaces aménagés et infrastructures ne peuvent se dégager sans le lotissement. Or, dans le cadre de la construction très prochaine d'un aéroport dans la localité, il est exigé un schéma d'aménagement de type particulier. Ce schéma est déjà validé par les différentes communes concernées et approuvé par la préfecture de l'Atlantique. Reste à engager son application. C'est pourquoi le chef d'arrondissement de Glodjibé appelle les jeunes à la patience. Les jeunes ont leurs raisons, ils sont impatients. On comprend bien sûr leurs préoccupations, mais nous voudrions bien leur demander de prendre un peu de patience. Nous sommes à pied d'œuvre pour que la dernière étape qui consiste le lotissement, qui pourra nous permettre d'avoir des réserves pour leur trouver d'espace, ne serait-ce que pour construire les œuvres sociales les concernant. La maison des jeunes, les aires de jeu et tout ça là se réaliseront. Mais jusqu'à quand durera cette attente? Toute la question est là. Et en attendant, les jeunes de Glodjibé et environ continuent vaille que vaille de s'adonner à leurs différents loisirs.
Le 28 avril 2019 consacrera l'élection de nouveaux députés à l'Assemblée nationale. Ces nouveaux locataires du palais des gouverneurs auront accompli les missions qui leur sont dévolues conformément à la Constitution, et ceci dans l'intérêt supérieur des populations qu'ils vont représenter. Justement, ces citoyens, quel type de députés veulent-ils pour la nouvelle législature? Eh bien, élément de réponse à travers cet élément. Des députés engagés et qui vraiment peuvent accompagner le système qui est là actuellement. Quand on parle d'accompagner, c'est vrai que le pouvoir législatif est là pour contrôler l'action du pouvoir exécutif. Et donc, lorsque vous parlez d'accompagner, ce n'est pas accompagner comme si on va au pâturage, mais d'essayer de recadrer à chaque fois qu'il y a une dérive les actions du gouvernement. Et accompagner là, c'est vraiment s'allier pour que tout ce qui est accord à ratifier, tout ce qui est loi à voter, qui vont dans la ligne droite d'améliorer les conditions des Béninois, soit faites. C'est de ça il s'agit. Des députés engagés, c'est de ça il s'agit. Il faut que la personne soit béninois, que la personne puisse être en règle vis-à-vis du fisc du pays, et qu'au niveau de la communauté, que la personne ait une moralité, une éthique reconnue par les autres Béninois qui sont appelés à voter, puisque tout le monde n'est pas candidat. Maintenant, quand on a fini ça, là, on a franchi ces étapes-là et qu'on arrive à l'Assemblée, eh bien, on ne fait pas ce qu'on veut à l'Assemblée. Il y a la Constitution qui régit et l'Assemblée et qui détermine le rôle du député. Et je crois que quel que soit le type, quel que soit le Béninois qui va se retrouver dans cette assemblée-là, que les gens fassent en sorte que ce qui relève de leur rôle, ce qui est de leur fonction, puisse être concrétisé pour l'intérêt général. Nous voulons des députés capables de discerner, capables de comprendre les lois pour accompagner les réformes de Patrice Talon dans l'intérêt supérieur de la nation. Nous voulons des députés qui s'y connaissent en matière de droit et qui seront en mesure d'éclairer ici le peuple qu'ils représentent afin d'accompagner les différentes actions que le gouvernement actuel est en train d'entreprendre dans l'intérêt supérieur de la nation. Cet homme ou cette femme doit être un citoyen patriote qui aime son pays et qui doit démontrer à travers même comment on appelle, la prise des décisions ou même le vote des lois capable d'accompagner le développement de ce pays. Voilà cette qualité d'homme qu'il faut pour la législature en matière des députés pour la 8e législature. Moi, je souhaite vivement pour la 8e législature que les jeunes soient prépondérément représentés. Parce que, on dit, une nation sans la jeunesse, c'est une nation qui se perd. Alors, il faut des jeunes dynamiques qui aiment ce pays. Voilà, les députés qui vont jouer réellement leur rôle. Je vois que cela émane aussi la capacité aussi des jeunes. Je veux que les jeunes soient représentatifs, que les jeunes soient sérieusement représentés à l'Assemblée nationale. Info sur le continent à présent, les dirigeants de 5 nations qui ont uni leurs forces pour lutter contre le djihad au Sahel se sont réunis pour un sommet au Burkina Faso. Au lendemain d'un nouvel attentat terroriste dans la région qui a fait 14 morts, ils recherchent des fonds pour stimuler le développement urbain, l'éducation et la santé dans les zones fragiles des pays du G5. Suivant. Les promesses et les engagements qui ont été pris pour soutenir la mise en puissance de la force conjointe, et il y a encore un écart important. Et il faudra qu'avec les différents partenaires, nous ayons un véritable débat pour lever, je dirais, les entraves qui ne permettent pas la mise en œuvre donc, de ce que nous avons décidé ensemble. Et ça, c'est un problème essentiel sur lequel, en tout cas, nous allons travailler également en 2019. Les mécanismes qui sont mis en place, c'est évidemment la force conjointe pour, je dirais, la sécurité et la lutte contre le terrorisme sur le terrain. Le deuxième mécanisme, c'est la mise en œuvre de l'ensemble des projets qui sont d'importance. D'une part, je dirais, le projet d'investissement prioritaire et le projet de développement d'urgence, qui sont des projets également que nous devons mettre en place de façon rapide. Notre ambition, l'ambition de tous les États du G5 Sahel, c'est de contrôler l'ensemble de l'espace du G5 Sahel. Il est important que les États soient présents partout. Et c'est notre volonté, c'est notre objectif. On essaiera de faire en sorte que l'administration, les États, on essaiera de faire en sorte que
les services sociaux de base, partout, que ce soit aux frontières ou ailleurs, puissent être rendus effectivement aux populations. Nous recherchons environ 2 milliards d'euros. Nous avons enregistré des annonces de près de 2,4 milliards d'euros. Et ce sont des ressources qui vont servir essentiellement à financer les infrastructures, les questions de sécurité et de défense, les questions de résilience, de développement humain, éducation, santé, dans les zones fragiles, frontalières des différents pays du G5 Sahel. Et puis des Nigérians qui ont été obligés de fuir leur maison à la suite des attaques de Boko Haram manifestent dans les rues de Maïdougouri. Le groupe islamiste a dévasté le nord-est du pays depuis 2009, tuant au moins 27 000 personnes et poussant sur les routes plus de 1,8 million de personnes. Au moins 6 personnes ont été tuées dans plusieurs attaques menées par des djihadistes du groupe Boko Haram dans le nord-est du Nigeria où ils ont pillé des commerces et mis plusieurs villages à sac, ont indiqué mardi des sources locales. Des membres de la faction d'Abubakar Shekau ont envahi lundi les villages de Choua et Kirchina dans le district de Madagali dans l'état d'Adamawa. Ils ont tué une personne à Choua et 2 autres à Kirchina, a déclaré à l'AFP un chef de communauté, Maïna Oularamou. Les terroristes ont attaqué Choua vers 18h45, tirant des coups de feu et des grenades, a-t-il raconté, soulignant que des policiers en charge de la sécurité avaient fui le district. Les combattants ont volé des véhicules et pillé des commerces avant d'incendier des habitations. Des soldats nigérians basés à Madagali, à 13 km de là, sont arrivés pour déloger les attaquants qui se sont enfuis vers la forêt de Sambisa, leur bastion. Quelques heures plus tôt, dans la journée de lundi, la même faction a abattu 3 bergers à Touba, dans la périphérie de Maïdougouri, la capitale de l'État voisin du Borno. 2 autres bergers qui étaient avec eux sont toujours portés disparus ou ont été enlevés par les assaillants, a indiqué Mustapha Muhammad, un milicien qui combat aux côtés de l'armée nigériane. Boko Haram a intensifié ses attaques contre des agriculteurs et des bûcherons, les accusant de transmettre des informations à l'armée. Le groupe s'est scindé en 2 factions. L'une de ces factions est loyale au chef historique du mouvement Abubakar Shekau et est connue pour cibler des civils, notamment dans des attaques de villages et des attentats suicides. L'autre faction affiliée depuis 2015 au groupe djihadiste État islamique cible particulièrement l'armée et a fait des dizaines voire des centaines de morts parmi les soldats. Plus de 27 000 personnes sont mortes depuis le début du soulèvement de Boko Haram dans le nord-est du pays en 2009, alors que 1,8 million de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer. Et c'est sur ces images que nous bouclons cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Au revoir.